Salut à tous, aujourd'hui un petit retour d'expérience sur un stage de 2 jours organisé par Eric de chez Damage Control, le créateur du memento primo intervenant que vous devez sûrement connaître, professionnel dans le milieu paramédical civil, le genre de gars très impliqué et appliqué dans la diffusion des techniques paramédicales avec énormément d'histoires à raconter de par son expérience. Également co-organisateur de ce stage, Rodolphe, animateur entre autres de la page Facebook Sauvetage et Secourisme Opérationnel, accessoirement co-auteur du livre Le soleil se lève sur nos blessures, professionnel également bien entendu dans le paramédical, mais cette fois-ci dans le milieu militaire. Le genre de gars qui te broie la main pour te dire bonjour, mais d'une grande gentillesse et d'une attention incroyable. Ils étaient accompagnés pour la transmission de savoir par 3 mines de connaissances, un docteur en balistique lésionnelle qui nous a clairement simplifié le sujet, parfaitement illustré avec notamment le comportement des 5 types de munitions à travers des tests vidéo. Il nous a fait remarquer l'importance de la fluidité de la circulation sur des scènes de prise en charge de blessés afin de faciliter l'arrivée des secours et surtout l'évacuation des blessés. Un primo-intervenant devra toujours se soucier de ça. Il avait également comme credo que peu importe les connaissances en balistique lésionnelle que l'on peut avoir, avant tout il faut traiter la blessure et pas le projectile. Bien sûr, il faudrait assister à ce stage pour comprendre pleinement le sens de ce credo. Également, il y avait un formateur de sauvetage au combat, militaire de carrière, qui nous a permis de mettre en pratique et de réviser la théorie apprise le jour précédent. Pour le coup, c'était très immersif car on avait un stand de tir à une 50aine de mètres avec un entraînement à l'arme automatique. Je vous laisse imaginer le contexte. Très rigoureux dans ses méthodes, il nous a vite fait comprendre que chacun devait avoir son sac de matériel propre à lui et bien ordonné, et que le jour J, on arrivera souvent en sueur et fatigué sur le lieu d'intervention, d'où l'importance de s'entraîner sous stress. Et enfin, pour les accompagner, il y avait un moniteur de tir très professionnel qui a permis au groupe de comprendre les mécanismes du tir, les différentes règles qui les régissent, comme par exemple les règles de sécurité et la législation qui en découle. On a pu tester différentes armes de différents calibres, c'était très intéressant, et leurs effets sur différents couverts afin de balayer certaines légendes urbaines. Ce que disait Vincent à l'instant, c'est que quand ça vient taper, oui, ça se fragmente et ça prend plein de matière. Là vous avez vu, vous avez de la tôle, à l'intérieur, si la vitre est baissée, vous avez du verre, et tous ces fragments que ça emporte sur le passage, et ben c'est autant de fragments que vous prenez quand vous êtes derrière, que vous prenez dans le corps. Quoi. Vu le tir où il est, le tir qui est là, à peu près, tout ça, clairement, si le mec est dans sa voiture, à mon avis, c'est 3 personnes extrêmement qualifiées en plus des 2 organisateurs pour 3 sujets très importants. Pour le primo-intervenant, la balistique lésionnelle qui pourra aider à comprendre une blessure par balle et la prendre en charge de la meilleure des façons. Par exemple, une balle ne ressort pas forcément symétriquement à son point d'entrée. Deuxième chose, le sauvetage au combat, car le primo-intervenant interviendra sûrement dans des contextes hostiles, dégradés, avec de gros facteurs de stress, et c'est d'ailleurs de cette façon que l'on doit s'entraîner et driller avec des handicaps et des imprévus. Et enfin en 3, le tir, car le primo-intervenant doit savoir sécuriser une arme, connaître son fonctionnement pour ne pas se blesser ou blesser involontairement, connaître les couverts valables et dans certains cas, entre guillemets extrêmes, pour pouvoir riposter avec une arme, et c'est un plus qui n'est pas négligeable dans le contexte actuel. Bref, je vous laisse avec quelques conseils, enseignements et images de ce stage, et c'est seulement 10% de ce que vous pourriez y voir. Un grand merci à Eric, Rodolphe, ainsi que tous les intervenants pour cette transmission de connaissances, ainsi qu'à Daphné qui m'a transmis certaines images pour faire cette vidéo, au reste du groupe pour leur participation et leur bon comportement lors de ce stage, et bien sûr merci à vous de suivre mes vidéos et de me faire confiance en espérant que vous ayez compris que cette vidéo a pour but de vous encourager à vous former, vous équiper et vous entraîner afin de faire de vous un citoyen opérationnel le jour J. Si vous êtes novice dans l'hémostase, moi je conseille le 4. Le 4, toi, c'est le plus simple, tu l'utilises pas souvent. Le 4, tu te plantes pas. Quoi. Il est facile à mettre, il est efficace, il est costaud, il tient longtemps, et en termes de rapport qualité-prix, voilà.
Après, il suffit juste de faire un petit peu preuve d'intelligence de situation et d'adaptation. Je peux très bien utiliser les dents pour venir le saisir, d'accord. Je peux venir me coller contre un obstacle, d'accord. Là, je viens contre un obstacle. Si je suis au sol, eh ben, je viens m'appuyer contre le sol directement. Je peux venir ici, là, ici à l'intérieur de ma cuisse, d'accord. Je viens prendre appui contre mon genou. L'idée, c'est de bloquer le garrot et de pouvoir tirer sur la sangle de manière la plus efficace possible. Ce qui est important aussi, c'est la phase de réévaluation, on le verra plus tard dans le body check, c'est que je déplace un mec, d'accord, ou à T plus 15, si j'ai le temps, je recheck le garrot. Et s'il faut, je le resserre un peu. Ok. En situation dégradée, vous serrez au maximum. Et rappelez-vous toujours ce qu'on a fait là tout à l'heure. Je suis sûr, entre guillemets, essayez de vous rappeler, je suis sûr que j'arrive encore à mettre un demi-tour. D'accord ? La première chose que je vais faire, si j'ai ma victime à les jambes écartées, je vais tout de suite serrer les jambes, d'accord. Je vais créer déjà une stabilité au niveau du bassin. Donc déjà, j'ai déjà fait un geste quelque part d'hémostase. Je tiens, il va tirer et j'exerce une contre-pression jusqu'à au verrouillage. Vous avez entendu là? Vous avez vu les ergots qui sortent? Ok. Regardez, écoutez. Voilà. Quand je suis là, je fais surtout pas de retour, je me focalise plus là-dessus. Je tiens la position et là, je viens scratcher tout simplement. Voilà. D'accord. Là, ça se déclipse, c'est pas grave. C'est normal. Là, si j'ai pas confiance, parce que normalement, si je table, mais souvent on les réutilise, je peux sécuriser avec un bout d'élasto. L'idée, c'est de bourrer de façon agressive tout en maintenant la pression. D'accord. Je viens et je reste là, d'accord. Vous allez voir, vous allez la mettre. Donc lui, il est large, vous allez sentir un petit peu l'os au fond. Voilà. Si je sens la balle, je fais quoi? On ne touche pas. Je vous laisse mourir d'hémorragie. On ne touche pas la balle jusqu'au quand il est au bloc. Oui, mais je vais faire et je continue à bourrer ou pas? Oui, oui. Voilà. Non, mais parce que ça c'est une question con, mais posez-la à vos instructeurs, vous verrez, d'accord. Je viens, je pousse et je maintiens. Je bourre l'intégralité, d'accord. Ok, quand j'arrive au bout, d'accord, je vais déchirer le restant de ma bande et je vais laisser dépasser un petit bout. Pourquoi? Si j'ai une récidive du saignement, quand je vais mettre mon pansement israélien, par conduction, un peu comme les mèches formées à l'hôpital, il va y avoir ça qui vient. Parce que si je ne la laisse pas dépasser, tu sais pas. Le temps que lui pompe le sang, je ne verrai pas la récidive du saignement. Ok. Donc je fais une compression manuelle si je ne suis pas en phase tactique, d'accord. De combien de temps? 5 minutes. Minimum 5 minutes. Voilà, 5 minutes où j'ai la formation du gel comme vous avez vu sur la vidéo et que ça saigne. Je fais le relais si j'ai des pansements israéliens avec des pansements israéliens. Je mets en place, d'accord, là je viens. Je passe ici à l'intérieur, d'accord. Là ça va être important. Là ça va être important. Je viens accompagner avec les doigts sur la zone où il y a la blessure. Je viens accompagner avec mes doigts, je ramène avec mes doigts en arrière, d'accord. Et là, tout simplement, je vais venir comprimer. Pourquoi j'accompagne avec mes doigts? Parce que si j'accompagne pas avec mes doigts et que je fais, comme peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, hop, il va tourner. Ah oui. D'accord. Et on va perdre ce qu'on va gagner en compression. Elle ne va pas s'appliquer au bon endroit, alors que pour arrêter une hémorragie, c'est quoi le principe? C'est de comprimer. D'accord. J'utilise toute la capacité élastique de ma bande. D'accord. J'hésite pas à déborder un petit peu de chaque côté. D'accord. Je vous montre une petite technique pour augmenter encore un peu la compression. Qu'est-ce que je peux faire au moment où je viens passer ici? Qu'est-ce que je fais? Je fais une vrille. D'accord, je fais une vrille. Ce qui fait que quand je vais venir appuyer dessus, eh ben en fait, je vais amplifier la compression. D'accord. S'il est bien posé, franchement, ça va bien. Je peux refaire un petit deuxième si je veux. D'accord. Ça ira. D'accord. Elle a la main pansement compressif, donc forcément. J'aime bien la sensation. On comprime. D'accord. Et là, à la fin, je viens. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez vu la petite barrette avec deux petits ergots de chaque côté. Je comprends. Et là, je passe tout simplement. Regardez. Je viens dedans. Du côté de l'autre. Voilà, tout simplement. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'il comprime plus qu'un CHU, ce pansement? C'est quoi? C'est le fait de la bascule, non? L'applicateur. L'applicateur. Les points clés, c'est simple. C'est je mets le pad, d'accord, le pansement sur la blessure. Je rentre, je tourne dans le sens inverse. L'applicateur vient appuyer sur le pad, donc sur la blessure. Je couvre l'intégralité de l'applicateur et je fixe.